Bienvenue dans Hypersensible Haute Couture. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une femme dont l'énergie m'a touchée immédiatement. Une femme sensible, hypersensible même, vraie, authentique, courageuse. Une femme qui a osé suivre son intuition, poser des choix difficiles, sortir des relations toxiques et assumer pleinement qui elle est. J'ai aimé ça chez elle, sa capacité à mêler la fragilité et la force. Et j'ai trouvé ça très inspirant, en fait. Et puis, elle a créé un réseau qui n'en est pas un espace vivant où on se rencontre. On se rencontre soi, on rencontre les autres, on ose le faire comme on est, on vient comme on est, et où on respire aussi. Et j'avais envie de vous faire rencontrer cette femme, de partager aussi sur ce réseau, moi qui ai eu du mal à trouver des réseaux qui m'allaient bien. En tant qu'hypersensible, on est tellement attaché à être bien, à bien sentir l'ambiance, à bien pouvoir échanger, à être vraiment sur le sens profond de ce qu'on fait, que j'ai été tellement là-dedans qu'en fait j'avais du mal à trouver un réseau qui soit, si ce n'est en plus du business, en tout cas avec tout ça, quoi. Voilà, donc j'avais envie que vous la rencontriez, et donc je vous laisse avec Célia, et je vous retrouve à la fin du podcast. Hypersensible Haute Couture, le podcast pour les hypersensibles, par une hypersensible. À ta mesure, sous toutes les coutures. À ta mesure, sous toutes les coutures. Célia, qu'est-ce qui a fait, moi ce qui m'intéresse avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, c'est que tu me racontes qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans ce rendez-vous. J'aime les interactions. Je suis passionnée de rencontres. On s'est déjà rencontrés en amont, donc j'ai vu comment tu travaillais. J'ai été inspirée aussi par le message que tu partageais et l'énergie. Donc ça, c'est le premier élan. Le deuxième élan, c'est qu'à chaque fois que je fais un podcast, une interview, c'est un moyen de mieux me comprendre. Le fait de verbaliser quand on me pose certaines questions, ça me permet d'éclaircir des zones d'ombre. Et le troisième élan, c'est que j'adore le format podcast. Voilà. Très belle raison. Alors, moi, j'ai envie qu'on aille déjà sur ton hypersensibilité. Comment t'as su, toi, comment t'as découvert que t'étais hypersensible ? À cause du trop. Quand on m'a dit, Célia, tu es trop ci, trop ça, pas assez ci, pas assez ça, j'arrivais pas à entrer dans une case. Voilà. Et ça aurait été rassurant pour moi d'entrer dans une case. Parce que je me serais sentie intégrée, appréciée, aimée à ma juste valeur. Et le fait d'être trop ou pas assez fait que j'étais en train de naviguer entre deux eaux sans vraiment savoir quelle était ma place. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner et me dire... c'est quand je suis rentrée dans la sphère du développement personnel et que ces notions sont arrivées à moi où je me suis dit, ah oui, effectivement, tous ces débordements émotionnels, ces intensités que je vivais dans les highs et dans les lows, je me suis dit, ah ok, il y a quelque chose où là, je me sens à cet endroit-là je capte beaucoup de choses, mes émotions prennent des ampleurs excessives, je sais pas comment les gérer et j'ai pas l'impression que les gens autour de moi sachent où est le réservoir pour accueillir ça. Donc c'est comme ça que j'ai découvert qu'effectivement j'avais une très grande sensibilité au monde, aux interactions, aux choses. C'était il y a longtemps ? Je pense une bonne dizaine d'années. D'accord. Et du coup, comment t'as fait avant ? Ça se passait comment avant ? Avant que tu saches finalement ? Je me suis tue, j'ai gardé pour moi énormément. J'ai ravalé mes émotions, ce qui s'est illustré par beaucoup de tension, beaucoup de colère, des maux de ventre et un comportement assez dur envers moi-même. J'ai vraiment
été très dure envers moi-même pour justement réprimer toutes ces choses-là qui n'étaient visiblement, en tout cas de la façon dont je les ai perçues, pas les bienvenues dans le monde qui m'entourait. Et d'où la croyance de il faut être fort pour pouvoir avancer. Je me suis dit ok, donc faut arrêter de pleurer, faut pouvoir encaisser parce que je passais pour la pleurnicheuse de la famille. Je suis l'aînée et je sentais que c'était pas ma place. Donc j'ai tenu bon jusqu'à un certain point où forcément l'armure s'est fissurée parce que ça ne tenait plus. Mais ouais, j'ai retenu. Et tout a explosé en vol à peu près en même temps. Ça a été progressif, la vie m'a poussé petit à petit. Mais ouais, le corps a dit stop à un moment donné, de par de réels maux de ventre, des problèmes hormonaux, des problèmes de digestion, parce qu'en fait, les émotions, c'est ça, c'est tout ce que je ressens, cette énergie en mouvement qui me traverse, elle ne se digère pas, elle ne sort pas, donc elle stagne à l'intérieur, c'est ce qui crée des maux, des conflits externes, de la charge mentale. Donc voilà, c'est dans tout ce processus-là où j'ai commencé à identifier qu'est-ce qui avait compensé mon hypersensibilité et où j'ai pu avoir des piliers sur lesquels m'accrocher pour me dire il va falloir traiter ces différentes sphères-là pour réharmoniser ma sensibilité et lui laisser la place qu'elle mérite. Ok. Donc, dans ce que j'entends, c'est que déjà, il y a eu le prendre conscience que tu étais hypersensible. C'était déjà un premier pas vers quelque chose de mieux, quelque part. Et ça a légitimé mes émotions, me dire « Ah ok, ça m'a fait du bien ». Pourtant, je suis pas fan des cases en soi, parce que comme je te l'ai dit, je rentrais pas dans des cases et je me suis construit sans rentrer dans des cases. Et aujourd'hui, j'aime pas rentrer dans des cases. Néanmoins, à ce moment-là, j'avais besoin de m'identifier à quelque chose, d'avoir un repère et de me dire « En fait, je suis normale aussi ». Je suis normale, j'ai juste une gestion émotionnelle qui est différente, une appréhension du monde qui est différente, mais j'ai ma place en tant qu'hypersensible. Ouais, c'est ça. J'aime bien ta vision des cases, parce que moi, c'est pareil, je déteste ça, et j'étais contente de... Tout en étant dans quand même une souffrance, parce que quand on est... Il y a quand même tout un moment de la vie où le sentiment d'appartenance, il est fondamental, sinon tu te sens complètement à part, seul, et puis voilà. Donc, tu as quand même besoin, et en même temps, t'es content. Enfin, il y a quelque chose de... Je suis pas comme les autres. Tu sens qu'il y a... Comme ça fait sens, mais tu n'arrives pas à le... En fait, c'est les autres qui, en face, te renvoient que c'est trop, que c'est pas... Si tu avais grandi au milieu d'hypersensibles, dans une famille d'hypersensibles qui accueille tout ça, probablement que tu n'aurais pas vécu ça comme ça, tu vois. Non. Et en même temps, ça a créé... ça m'a permis de ressortir une spécificité que j'ai convertie en qualité, en compétence. Mais il a fallu le temps que je l'accepte. Ouais. Et que j'apprenne à naviguer avec pour me dire c'est pas un gros mot, c'est une compétence qui parfois est intéressante à utiliser et parfois je sens qu'il y a des espaces où il n'y a pas la place et c'est ok, ça me permet aussi de jauger, de me dire moi j'ai 1 litre, la personne elle a une jauge de 50 centilitres, bon bah je vais appréhender aussi mon échange différemment. Ça veut pas dire que j'ai pas la place d'avoir mon hypersensibilité, mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est apprendre à doser. Au service de quoi, alors, tu la mets? Parce que tu dis, finalement, c'est quelque chose qui t'aide. T'en as fait une force, quelque part. On reviendra sur ce mot-là. En quoi elle est aidante, cette hypersensibilité? En quoi elle te qualifie, elle te différencie de manière positive? Je dirais dans mon rapport au monde et dans ma vision du monde. Je pense qu'en tant qu'hypersensible, on a cette grande capacité à capter le bon et le potentiel chez les gens. Ce qui est une force parce que ça me permet de croire en l'humain et de dépasser les préjugés qu'on peut avoir ou de tout de suite catégoriser le comportement d'une personne comme étant son entité. Non, on peut apprécier une personne et on peut ne pas apprécier certains comportements qu'elle a, mais ça ne définit pas la personne. Donc ça, je pense que c'est clairement dans l'accompagnement. Ça me permet d'avoir une vision plus large. Ça me permet d'aller chercher le meilleur dans chacun aussi, parce que j'y crois même avant eux. Ça me permet de capter des choses qui ne sont pas rationnelles, mais qui sont de l'ordre de la spontanéité et de
de l'intuition, quand je suis en cours, j'arrive à capter des sensations, des états d'âme, des états d'être et j'ajuste mon positionnement en fonction de ça ou j'ajuste les interactions que je vais créer en fonction de ça. Donc mon hypersensibilité, elle me permet d'avoir un accompagnement, une présence qui est plus juste à l'instant T. Et la deuxième chose qui me semble hyper importante, c'est que ça me permet de rester humain. Et c'est pour ça que je te disais, les hypersensibles, on est là pour réveiller le monde. Réveiller le monde des gens qui sont dans des comportements très robotisés, très automatiques. Nos comportements parfois extrêmes secouent les gens, secouent les émotions, et ça les fait sortir de leur gond aussi. Dans le plus comme le moins, mais dans les deux cas, c'est hyper intéressant parce que ça les réveille, ça les sort de leur torpeur pour qu'ils puissent sortir ce qu'il y a à l'intérieur et laisser l'énergie en mouvement, c'est-à-dire l'émotion, les traverser de manière spontanée et naturelle. Et comme moi, aujourd'hui, je m'autorise beaucoup plus à être dans mon hypersensibilité et dans ma spontanéité, je pense que ça ouvre un chemin aussi aux gens qui viennent sur mes ateliers, sur mes événements, sur mes cours, en se disant, elle se l'autorise, et ça se passe bien parce que moi, j'apprécie ça. Donc peut-être que moi aussi, je peux me l'autoriser. Oui. C'est ce que j'encourage, moi, souvent, les femmes que j'accompagne, je leur dis, ou même les coachs, des fois, dans certains comportements, c'est que à te regarder, ils se permettront d'eux, ils oseront d'eux. Ça donne une permission, un truc qu'on s'interdit parfois en face. C'est très porteur. Sans parler de l'élan que ça donne, parce qu'il y a à te regarder, et puis il y a, je pense à la clique, comment tu vas jusque dans les actions, et tu encourages aussi. C'est plus que d'être. Tu fais aussi des actions pour que les personnes s'autorisent à. Ouais. Pour moi, c'est hyper important. Il y a plusieurs phases et on le retrouve aussi sur la réintégration des réflexes archaïques. Il y a une phase de sécurisation qu'on pourrait par exemple apparenter par le souffle. Reprendre une respiration calme et naturelle. Mais ça suffit pas parce que sécuriser, ça sécurise sur l'instant. Mais à long terme, on a besoin de mettre en place des actions pour intégrer. Et donc, ce serait mettre en place des actions pour intégrer petit à petit l'hypersensibilité. Ça passerait par exemple par oser dire ce que je ressens. Là, j'ai une interaction qui est difficile pour moi, de dire à la personne, bah là, je me sens pas à l'aise. Et on peut utiliser les outils de la communication non violente, sans être dans le tu qui tue, sans être dans le tu qui accuse, mais là, en fait, à ce moment-là, dans l'interaction qu'on est en train de vivre, je me sens tendue, je me sens pas à l'aise. C'est une première façon d'assumer son hypersensibilité en l'exposant à l'autre. Et pour moi, les deux sont hyper importantes. D'intégrer ce que je dis à travers les gestes et à travers les actions au quotidien. Parce que sinon, il y a une incohérence entre ce que la personne dit et ce que la personne fait. Et moi, je vois la vie comme une expérience. Donc, j'expérimente et je transmets ce que j'ai expérimenté à ma manière. Et je laisse les gens tirer la richesse de ce que je transmets pour le faire à leur sauce. Ça, c'est hyper important. Je pense qu'en tant qu'hypersensible, je sais pas comment toi tu vois les choses, mais comme on rentre pas dans des cases, pour moi, ça me paraît indispensable de s'approprier le pré-mâcher pour ensuite le ressortir à sa sauce. Oui, le faire sien, en fait. Ouais. Moi, je suis souvent j'éclaire, parce que on a aussi, mais ça, c'est pas le propre de l'hypersensibilité, on a tous une unicité, une façon d'être qui nous est propre. Alors, l'hypersensibilité, elle est toujours un peu plus, j'ai envie de dire, toujours un peu trop pour certains, moi je dis plus. Plus fine, plus d'acuité, plus d'intensité, plus donc du coup qui déroute un peu. Et moi j'éclaire, tu vois, parce que souvent ça brouille un peu quand t'as pas bien assumé tout ça, t'es un peu brouillé, tu sais plus, parce que tu te compares aux autres, tu penses que les autres sont la norme, et ça te paume en fait. Donc j'éclaire ça, et après, à chacun de voir comment ça lui parle et de se l'approprier. Moi je dis le mettre dans les cellules. C'est intéressant. Parce que faut que ça rentre dans le corps en fait. C'est vrai.
tout ce qui reste là, nous sommes des êtres d'énergie, mais aussi de chair. Et dans le corps, il y a aussi, dans les cellules, il y a la partie physique et la partie énergétique. Et j'aime bien dire que, en fait, l'action, c'est ce qui va permettre d'incarner, mettre dans la chair. Complètement. Et mettre dans le corps. C'est pour ça que souvent, moi, je fais faire des trucs dans le corps avant d'être dans les mots, parce que c'est par là que ça passe. Ah bah, c'est une porte d'entrée indispensable, à mon sens, et c'est ce qui parfois manque à la sphère du coaching, je trouve. Que on est déjà beaucoup dans nos têtes, on est déjà très cérébral, et en réalité, c'est pas ça qu'il y a le plus besoin d'entraîner, je pense. Même si c'est important, et que c'est une porte d'entrée, pour pouvoir corréler les deux. Parce qu'on est des êtres, nous sommes des êtres dotés d'intelligence. Mais la première porte, c'est reconnecter avec le ressenti, le corps. Parce qu'il y a des choses qu'on sait, mais on le sait là. Et comme tu le disais tout à l'heure, bah, le corps le sait pas encore. Le mental capte très vite, mais le corps le sait pas encore. Ou alors il le sait, mais il se tait. Et il va te le dire après, et pas forcément de la façon que t'aurais... Oui, c'est vrai, t'as raison, je l'avais pas vu sous cet angle-là. Peut-être que lui, il sait déjà, mais comme le mental contrôle énormément, il met le corps en mute. Tu disais tout à l'heure, quand il y a trop de bruit, j'entends plus ma voix intérieure. En fait, ton corps, il sait déjà, il t'envoie des signaux, et le mental vient, comme lui, il a besoin d'être rassuré, et de voir s'il connaît, machin. C'est lui qui va taire ce truc, mais souvent, le corps, il sait avant. Et c'est comme ça que, quand tu n'entends pas, il parle plus fort, et quand il parle plus fort, des fois, il te parle mal, parce qu'il va venir te mettre un symptôme quelque part pour dire « Allô, oui. Il te parle à la hauteur où toi tu le fais taire. C'est ça. Pour moi, c'est exactement la même chose. J'ai capté cette notion de consentement, tu vois, de à quel point je n'écoutais pas mon corps, et donc il m'a répondu avec la même violence de la non-écoute que je lui avais donnée, quoi. Alors, le corps, chez toi, c'est important, hein, j'ai vu ça. C'est ça qui t'a fait tourner aussi vers la danse, parce que tu es aussi danseuse, tu donnes des cours de danse. Ouais. La danse, c'est mon corps de métier. J'ai été danseuse pendant plus de 15 ans. Et j'ai pas pensé à faire le lien tout à l'heure, mais la danse, c'était le premier moyen d'expression pour moi, comme je pouvais pas parler à travers les mots, parce que j'avais pas les bons mots, parce que les mots se bousculaient au portillon, dans une famille où il y avait pas le temps pour écouter. Et c'est ok. La danse a été le moyen de me décharger, de me réguler et d'exprimer ce que j'arrivais pas à exprimer à travers les mots. J'écrivais aussi beaucoup quand j'étais petite, mais la danse a été le moyen de digérer mes émotions aussi. J'étais une vraie pile électrique et je me suis calmée, je me dis heureusement, parce que déjà que je trouve que j'ai beaucoup d'énergie. Il en reste. Heureusement que je me suis calmée. Pas que la vie m'a calmée, mon corps m'a calmée aussi. Mais la danse, pour moi, c'est un moyen très libre de pouvoir s'exprimer. Et je crois que je danse avant tout parce que j'aime la musique. J'adore danser. Hein. Et j'aime aussi bouger dans le silence. Mais pour moi, la danse, c'est du mouvement en musique. Et j'aime profondément la musique et la vibration que ça peut créer dans mon corps. Et c'est ça qui m'emporte et qui me donne envie de danser. Et ensuite, depuis que je fais les danses à deux, j'aime avoir une interaction. Oui, j'aime danser toute seule. Mais mon vrai kiff, c'est de pouvoir bouger en musique à deux ou à plusieurs. Et là, je m'amuse. Comment ça se passe quand on vient chez toi prendre des cours de danse? Ça me passionne, parce que je te vois danser sur les réseaux et tout, je vois un peu tous les niveaux. Comment c'est? Parce que parfois, dans l'hypersensibilité, on n'est pas forcément à l'aise avec son corps, justement. Parce que toi, ça a été ton mode d'expression pour les mots. Tu parlais d'écriture. Moi, j'ai beaucoup écrit, tu vois, et je parle beaucoup. Parce que c'est mon mode d'expression. Voilà, je suis venue sur Terre pour ça. Et j'ai une culture d'oralité avec l'Afrique. Et même si le corps, machin, des fois, j'ai l'impression qu'il ne me suit pas, tu vois. Alors que la danse me parle aussi beaucoup. Donc, j'arrive chez toi, je viens, et comment ça se passe? Le cours, je le divise en 3 parties. La première partie, c'est le moment de centrage. En général, je commence un temps en silence, avec des mouvements très lents, pour déjà descendre le rythme cardiaque, réguler le système nerveux, et faire en sorte que les gens puissent se sentir en sécurité
dans leur ancrage, dans leurs appuis. Ça, c'est une première chose. Et après, comme on monte le volume, je monte progressivement le tempo avec une activation musculaire, un échauffement articulaire, relativement libre. Je leur dis souvent, ça sort comme ça sort. On n'est pas là pour passer une audition, on est là pour bouger. Et voir ce qui se passe. Je leur dis, le but n'est même pas de passer un bon moment. Parce que ça, c'est une première injonction. Et quand tu sors et qu'au final, tu as l'impression de ne pas avoir passé un bon moment, tu es passé à côté de ton cours. Le but, c'est de venir faire une expérience, de bouger et de voir ce qui se passe et de ce que ça dit de toi. Ensuite, ce que j'appelle le corps de séance, ça va être des exercices de jeu à deux, de jeu tout seul, plutôt autour de la danse intuitive quand même en danse à deux. En général, je donne des circuits, des routines autour desquels on va jouer, on va explorer. Donc c'est une base, une trame de fond. Et après, je donne des axes de développement, ce qui permet à chacun de pouvoir y trouver son compte par rapport à son niveau, par rapport à sa capacité du moment, et par rapport à sa disponibilité de corps, d'esprit, et par rapport aux interactions qu'il ou elle fait. Donc en général, c'est là où ça monte un petit peu plus en termes de cardio, en termes d'intensité. Et après, je fais toujours un retour au calme, que j'appelle aussi temps d'intégration. On refait à nouveau descendre le rythme cardiaque, là où pendant le centering, c'est monté crescendo. On est descendu, puis c'est remonté crescendo. Et cette intégration, c'est le moment de laisser le corps faire son travail. Et j'aime bien cette expression de lâcher prise à ce moment-là. C'est lâcher prise sur le mental, qui a carburé pendant tout le corps de séance, pour juste laisser le corps faire son travail, parce que le corps, il fait son travail avant même que le mental carbure. Il sait déjà où est-ce qu'il doit aller, ce qu'il doit faire. Et il est toujours en train de réguler le système. Donc ce moment-là, c'est... Je me dépose dans le sol me porte tous les jours, je me détends, j'ai rien à faire, souvent c'est le moment étoile de mer. Voilà. J'ai juste à respirer et à kiffer mon moment. Et souvent, j'aime bien les faire partir en visualisation à ce moment-là. Et la visualisation, elle découle de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai capté pendant la séance. C'est ce qui me permet d'intégrer. Et pour les gens qui ont du mal à vivre le silence, ou le ne rien faire, c'est-à-dire ne pas être en mouvement, c'est un peu plus sécure de les accompagner à travers la voix. Et en fonction de ce que je sens, des fois je laisse un temps de silence, ou pas. Et on reprend vie petit à petit. Le yoga m'a beaucoup apporté par rapport à ça, pour structurer mes cours différemment. Et puis ça dépend surtout de ce qu'il y a après. Si c'est juste un cours de danse régulier, le format reste celui-là. Si je sais que derrière il y a besoin d'énergie, dans ces cas-là, le retour au calme, il est un petit peu plus dynamique. Et je peux le faire à travers l'outil du feedback, à travers ce qu'on appelle en latino une descarga. C'est le moment où on danse tous ensemble. On fait une dernière musique tous ensemble, puis on pousse 3 soupirs. Voilà. Je prends toujours le temps de clôturer. La forme varie en fonction de ce qu'on va vivre derrière. Mais il y a toujours un temps de démarrage où on prend le temps de démarrer ensemble avec soi et ensemble avec le collectif. Un corps de séance où là, ça remue dans tous les sens. Et après un retour au calme où je clôture la séance. C'est pas commun, c'est ça que je disais. Ça rentre pas dans les cases, en fait. Et puis, alors, j'écoutais bien le déroulé, enfin, j'essayais de le ressentir, plutôt, ce que tu me racontais. Et ça m'a vraiment fait, je me suis dit, l'hypersensibilité, elle est là parce qu'en fait, tu fais réguler, tu vois, tu fais comme une régulation des émotions. Donc, il y a comme un accueil de qui je suis, finalement. J'arrive avec qui je suis à ce moment-là. Ensuite, il y a se mettre en mouvement, parce que l'action chez toi, c'est important. Donc, je fais quand même des trucs. Et puis, j'accueille ce qui arrive. Et de ça, quand tu parles de visualisation, il y a comme aussi une projection dans le futur, un truc de... Et après, quoi. Ouais, je sème des graines à ce moment-là. Ouais. J'en ai semé tout le long du cours. Mais je sais que le développement personnel, ce qu'on fait en tant que coach, c'est semer des graines. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont pousser et ni éclore. Mais on sait qu'on sème des graines. Moi, mon but, c'est d'avoir un terreau inclusif. Ça, c'est hyper important parce qu'en tant qu'hypersensible, je me suis souvent sentie rejetée. Donc, d'avoir un terreau inclusif et surtout de donner le temps aux choses d'arrêter de courir. Et l'hypersensibilité a besoin de temps
pour se sécuriser et pour s'ouvrir. Et comme je veux aussi réveiller les gens qui sont endormis, eh ben, je prends le temps de sécuriser tout le monde pour que les hypersensibles trouvent leur place et les gens qui sont endormis se disent « Peut-être que je peux expérimenter un peu de sensibilité. » On ne sait jamais. C'est une belle... C'est un des beaux moyens d'y arriver, je trouve, parce que moi, je suis persuadée que les hypersensibles, ils vont, je ne vais pas dire sauver le monde, mais apporter vraiment un autre regard, tu vois, sur le monde. Parce qu'on a besoin de remettre de la vivance, en fait. C'est pas qu'on serait mieux que les autres, c'est juste que peut-être on est un peu plus vivant, au fond. Et que des fois, on est un peu dans une nature morte, tu vois. Et que de remettre de la vie, ça passe aussi par tout ça, accueillir justement ce qui est vivant en soi, qui n'est pas toujours confortable. Donc ça me parle, ce que tu dis. Trop bien, j'aime beaucoup la manière dont tu l'expliques. Tout à l'heure, tu as dit, d'où tu viens, toi? Tu arrives d'où? C'est quoi tes origines? Parce que tu parlais espagnol, mexicain ou je sais pas quoi. Alors moi, je suis auvergnate. T'es auvergnate? Oui. Je suis née en Auvergne, mais mes arrière-grands-parents paternels sont espagnols. Ah, c'est ça qu'on Donc sent. oui, j'ai quelques origines. D'accord. Tu voyages dans les pays latinos, non, un peu? Ouais, j'organise des séjours, Ouais. des retraites en Colombie et des séjours culturels en République dominicaine. Chouette aussi, ça. Ouais, c'est des beaux projets qui sont venus un petit peu sans que je les ai prévus. Et c'est un beau moyen pour moi de faire voyager les gens parce que j'entendais tout à l'heure un podcast avec Thomas Dansembourg qui disait, et c'est pas de lui, mais il le citait, on ne sait pas qu'on est dans un piège tant qu'on n'en est pas sorti. Et le voyage, pour ça, est hyper intéressant de sortir de ces normes culturelles pour comprendre dans lesquelles on est aussi enfermé, en se confrontant aux codes culturels d'autres pays. Et ça, le voyage, je trouve que c'est un outil fabuleux pour mieux se connaître, pour se défaire des injonctions qui aujourd'hui ne nous servent pas, et pour prendre de nouvelles habitudes, pour mettre en place de nouvelles stratégies plus fécondes pour soi. Et rien de mieux que changer d'ancrage pour retrouver son jardin intérieur. Belle image. Et puis en plus, ce que j'aime bien moi, dans le voyage, c'est qu'il y a un côté aussi où t'as pas trop d'enjeux parce que tu peux te dire je pars en voyage, bon je fais que ce soit une retraite ou un voyage culturel il y a un côté j'y vais mais voilà. Donc déjà il y a une forme de liberté, tu vois, mais tu te fais attraper parce que du coup c'est sortir, c'est regarder autre chose, essayer de voir un peu comprendre qu'il existe d'autres modes de fonctionnement, d'autres manières d'être. Ouais. Et même à ton insu, des fois, tu les vis, du coup, parce que tu es immergé dans le truc. Et quoi que tu dises, tu reviens quand même avec quelque chose, tu vois. Et même pas mental, en fait. Ton corps, moi, je reviens beaucoup au corps, parce que tout se passe dans le corps. Bon. Ton corps, il vit des choses, il vit une expérience. Ah ouais. Et il en rapporte forcément quelque chose. C'est sûr. Et tu vois, pour les pays d'Amérique latine, en tout cas, la Colombie, là où je suis allée, et la République dominicaine, c'est hyper intense. Les dynamiques sont hyper intenses. Donc, tu prends un choc, tu prends une claque quand tu arrives sur place parce que tout est intense. Les relations sont intenses, les voix, c'est des gens qui parlent fort, c'est intense aussi. Et donc, tu n'as pas le choix que de te réveiller et de sortir de chez toi. Et le voyage peut tout aussi être très inconfortable. Mais ça permet de se rendre compte de la chance qu'on a aussi à certains endroits. Et ça permet de gagner en tolérance et en humilité. Et pour un hypersensible, je trouve que c'est hyper important parce que ça permet de calmer le jugement qu'on peut avoir. Parce qu'on est hypersensible dans les émotions, mais on va être hypersensible aussi dans les jugements qu'on porte vis-à-vis du monde. Et pour moi, le gros travail, il est là. C'est si on veut gagner en régulation émotionnelle, c'est apprendre à calmer les jugements qu'on porte sur le monde en ayant une vision des perceptions moins extrêmes, plus modérées. Et ça passe par l'interaction et intégrer la différence dans son mode de vie, parce que la différence est une vraie richesse pour se connaître soi et se développer. Le voyage, pour le coup, c'est quand même un contexte où, de base, la plupart des gens partent en vacances.
donc sont dans un état d'esprit un petit peu plus détendu et donc plus enclins à rencontrer l'autre. Chose qui est parfois un peu difficile dans nos modes de vie du quotidien quand on a la tête dans le guidon. Oui, puis le deuxième effet qui se coule, je trouve, c'est que comme tu es plus ouverte sur la différence de l'autre, tu es mieux avec la tienne aussi. Ah ben clairement. Et tu es moins sur le jugement de l'autre, parce que ça se passe aussi là. Tu peux être un peu plus en distance aussi avec ça, plus en apaisement avec ça. Mais tu reviens chez toi. Tu vois, la beauté du voyage, c'est que quand tu reviens chez toi dans ta maison, tu reviens aussi chez toi à l'intérieur. Avec, ok, j'ai vu ça. Comment je manœuvre avec ces nouveaux apprentissages, ces nouvelles expériences. Ce que je sens chez toi, j'essaie de faire le lien avec tout ce que tu dis, parce que c'est ça que je sens. Il y a quelque chose de l'ordre de la... Il y a eu de la lutte, il y a eu du combat, il y a eu du... Et on sent que ça t'a donné... Il y a une grande force. On sent vraiment que t'es à la fois très aérienne, ou qui te voit. Je t'ai vu bouger, prendre la parole. Il y a un truc de très... comme dans la danse, très, très aérien, et en même temps très ancré, une force. Comment t'as fait? Qu'est-ce qui a été... comment t'es passé de, justement, parfois d'une forme... On trouve qu'être hypersensible, c'est compliqué, c'est être un peu faible, à cette force. Qu'est-ce qui a été... c'était quoi tes déclics? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme tips, comme chose qui pourrait aider les gens? Je crois que le premier moteur, ça a été... Je cherchais de la reconnaissance et de l'extérieur, et c'est le moment où je me suis dit, je vais arrêter de chercher ça, je vais me la donner à moi-même, déjà. Et me donner de la reconnaissance, c'est faire ce que j'aime. Faire ce que j'aime. J'ai toujours voulu être danseuse, et dans les repas de famille, on me disait toujours, Célia, c'est pas un vrai métier, concrètement, tu fais quoi? Et ça, je l'ai vécu pendant des années, et ça m'a tellement mis en colère que je me suis dit, mais je vais vous prouver que si, je peux être danseuse et que je vais y arriver. Bon, il y avait quand même une racine qui n'était pas hyper saine, dans le sens où je l'ai fait pour prouver que, et c'est là où j'ai été dans le dur et où j'ai été en lutte. Mais il y avait quand même une autre partie de moi où c'était la danse, c'est toute ma vie. Et je danserai toute ma vie. Même si je suis en fauteuil roulant, je danserai toute ma vie parce que vraiment, ça fait partie de moi. Donc la première chose, c'est de faire ce que j'aime et d'y croire. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui pourra y croire plus fort que toi-même. Et personne d'autre ne peut le savoir mieux que toi. Et d'ailleurs, un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Mais moi, je sais de quoi tu es capable. » Et ça m'a mis dans une colère. Je me suis dit, bon, déjà que moi-même, j'en ai pas pleinement conscience et que je devrais, ça m'étonnerait que toi, tu le saches. Donc, j'ai transformé la colère que j'ai ressentie, qui était très forte, en me disant « Convertis-la en énergie créatrice. » Parce que c'est toujours les deux faces d'une même pièce. Par exemple, la vulnérabilité et la force, c'est les deux faces de la même pièce et on a besoin des deux. Et le jour où j'ai compris que ma vulnérabilité pouvait être une force de création, parce que quand on est artiste, c'est nos émotions, c'est quand on est vulnérable qu'on se laisse pénétrer par nos émotions et qu'on peut ensuite avoir de la matière pour en faire quelque chose, tout comme la colère. Or, quand on reste fort, on reste impénétrable. Donc à un moment donné, on est vide, il n'y a plus de matière sur laquelle travailler. Donc faire ce que j'aime, avoir foi. J'ai foncé tête baissée. Moi j'avoue, je suis... Bon, j'ai pris des murs quand même. J'ai pris des murs, ça m'a stoppé. Mais j'avoue que j'ai cette force-là de... c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Et le fait d'être sportive et danseuse et entrepreneuse, j'ai toujours alimenté du mouvement. Et le fait d'alimenter du mouvement me permet de hacker le doute. Chose qui est très difficile quand on a quelqu'un qui reste dans une espèce de léthargie, qui ne bouge pas. Le doute pénètre et à un moment donné, moins on fait, plus on doute, moins on fait. Et c'est un cercle vicieux. Donc pour moi, un hyperactif se doit encore plus de bouger. Faire du sport, bouger, s'exprimer, il faut que ça circule. Et ça, pour moi, c'est indispensable. Au-delà des techniques de respiration, de travail sur soi, etc., il faut que le corps... Pourtant, j'aime pas les injonctions. Mais là, il faut que le corps bouge. Il faut que ça bouge. Parce qu'une émotion, elle est en mouvement. Et si le corps ne bouge pas, l'émotion, elle stagne.
Et comme en tant qu'hypersensible, on en ressent un paquet, si ça, on ne traite pas l'information, ça crée une surcharge dans le système et à un moment donné, il bloque tout. Donc, ouais, le mouvement et faire ce que j'aime. Et comment j'ai su que je faisais ce que j'aimais, bah ça par contre, c'est un travail que j'ai fait sur moi. D'aller chercher quelles sont mes valeurs, quels sont mes piliers, quelle est ma vision. Et les connexions au corps. Parce que, en fait, juste quand je danse, je me sens bien, je pense plus à rien et je me sens au bon endroit. Je me pose pas toutes ces questions que je peux me poser à certains moments. Les doutes ne s'immiscent pas quand je suis en train de bouger. En train de danser, en train de me balader, en train de faire du sport, en interaction. Par contre, quand je m'arrête et que je commence à penser, là, je commence à douter. Et c'est dans ces moments-là que je me suis dit, ok, là, il y a des outils de développement personnel et social, à mettre en place pour gérer aussi les moments de calme, parce qu'ils sont importants pour réguler le système. Bouger et faire ce qu'on aime. Je crois que c'est ça qui... Ça a toujours été mes déclics. Et tant pis pour les murs, hein, parce que tu disais, je me suis pris plein de murs. Ouais, bah j'en ai défoncé aussi. Et puis je me suis fait défoncer aussi. C'est comme ça qu'on apprend. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, j'ai aucun regret. J'ai aucun regret. Parce que j'apprends à voir l'autre côté de la pièce et de me dire qu'est-ce que j'ai gagné à prendre ces murs. Je convertis. Tout ce que j'ai, je convertis. Je ne veux pas vivre avec des regrets. Top. J'écoutais, je crois que c'est Xavier Niel, ouais, c'est ça, qui disait, parce qu'il y avait des jeunes qui disaient, mais comment t'as fait pour réussir ? Il dit, j'ai échoué. Et au bout du Xème machin, de temps en temps, j'ai réussi. Donc il disait, mais ne vous privez jamais, parce que je rebondis sur tes murs. Allez-y, et de toute façon, vous échouez, vous recommencez, vous itérez, vous corrigez, vous regardez ce qui ne va pas. Ah oui. On refait, c'est pas la bonne direction, on en prend une autre. On regarde les grands noms du milieu entrepreneurial, ils ont pris un paquet de noms avant qu'on leur dise oui. Mais parce que leur mission, leur pourquoi était bien plus fort qu'un mur. Et pour moi, la clé, elle est là. Derrière, ça demande de la patience et de l'indulgence. Oui, puis de connaître vraiment ton pourquoi. Ouais. Parce que parfois, tu peux te sentir, tu penses que c'est le tien. En fait, tu es imprégné des rêves des autres, quoi, en fait, hein, qui te voient. Ça commence avec les parents qui te voient, je sais pas quoi. Ouais. Et puis toi, tu peux en faire un truc. Un truc hyper important que j'ai pas dit, donc faire ce qu'on aime, bouger et s'entourer des gens qui nous poussent vers le haut, pas qui nous limitent. Et c'est pour ça que j'ai fondé la clique. Parce que je voulais créer un entourage de tout est possible. Tout est possible, après c'est des expériences, mais laisser le droit à chacun de faire ses expériences pour se déployer, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on apprend. Moi j'ai appris parce que j'ai désobéi. J'ai appris parce que j'ai pas écouté ce qu'on m'a dit. Et pourtant il y avait des endroits où vous avez raison, hein. Mais j'avais besoin d'en faire l'expérience pour comprendre. Moi je fais pas partie de ceux qui, on leur dit cérébralement c'est bon, ils ont compris. Il y a des trucs, j'ai besoin de l'expérimenter dans ma chair pour... derrière savoir. C'est bien, tu me fais ma transition sur la clique. Parce que moi, ce réseau, pourquoi j'avais envie que tu en parles, c'est parce que je suis arrivée là, j'ai été happée. Et j'y suis venue sur les conseils de quelqu'un, tu vois. Et je me suis dit, je vais voir, mais si ça va t'aller. Et en fait, je suis arrivée, je suis toujours un peu... pas sceptique, mais prudente, parce que je m'enthousiasme, et puis après, je me prends des murs, et puis parce que les réseaux, je reviens de loin avec ça. Et en fait, je suis arrivée, et tout de suite, tu vois, ça me fait penser à la danse, de ce que tu décrivais. C'est qu'on arrive, on est accueilli, et on a juste à être soi et à se déposer. Puis après, on voit ce qui se passe, et il n'y a pas de... T'es pas obligé de... Il n'y a pas d'injonction, pour reprendre un peu ton mot de tout à l'heure. Et en même temps, j'ai trouvé une formule aussi qui est intéressante, c'est une manière de créer du lien différemment, tu vois. Et ça, alors t'es un peu guidé quand même, ce qui est bien, parce que c'est bien aussi d'être guidé, parce que moi je sais qu'en tant qu'hypersensible, et je sais que les femmes qui m'écoutent, il y en a plein qui sont comme ça, elles sont toujours un peu paumées les premières fois dans un réseau. Et à la fois, on veut être, prendre notre temps à notre rythme, mais en même temps, on a besoin d'être
un peu guidée. Comment ça t'est venu, ça, cette idée de réseau? Il y a tout qui t'est, là, parce que depuis un moment que je t'écoute, je vois bien. Mais concrètement, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a... La Clique, c'est né en novembre 2023 par un café. Et juste avant, cette année-là, j'avais participé à des séminaires business, des séminaires d'entrepreneurs business. Et j'ai trouvé ça fascinant d'être entouré d'entrepreneurs qui ont faim d'ambition, mais dans le sens de... qui ont vraiment l'envie de se réaliser avec des projets qui font sens pour eux. Et moi, c'était comme retrouver des artistes, des danseurs, des sportifs. Pour moi, c'est la même dynamique, une dynamique qui est ultra dynamique, justement. Et dans ces espaces-là, moi, je me suis toujours sentie pousser des ailes dans ce fameux « tout est possible ». Parce que j'étais avec des gens qui, quand je leur parlais de mes projets, me posaient des questions pour m'aider à le déployer, pour m'aider à mieux comprendre, qui n'étaient pas dans la projection de « ah oui, mais t'es sûr, mais attends, tu devrais pas, mais ça n'existe pas », qui n'étaient pas dans la projection de leur peur. Et je me suis dit, mais c'est ces genres d'espace-là où je me sens à l'aise, où je sens que je reste dans l'action, où je sens que je peux. Et ça, pour moi, j'ai toujours manqué de ces espaces-là, qui sont des espaces d'écoute, d'interaction neutres et dynamiques, qui sont des espaces de croissance. Et donc, après avoir vécu ces séminaires-là, je me suis dit, j'ai besoin de me créer un terreau avec des gens qui sont dans la même vibe que moi, où je peux justement, moi aussi, m'intégrer pour qu'on puisse pousser ensemble. J'adore les coffee shops et j'adore prendre un verre tranquille ou pépouze. Donc je me suis dit, pourquoi pas organiser des événements où on prend un café dans un endroit que j'aime bien, avec des gens que j'apprécie et qui sont dans la même vibe que moi. Donc ça s'est fait comme ça s'est lancé avec des cafés que j'ai d'abord animés, je les ai animés à peu près pendant 1 an, et puis après je me suis dit, mais il y a plein de gens géniaux à qui j'aimerais passer le micro, parce que moi j'ai envie de m'intégrer aussi dans ces cafés-là et de vivre, parce qu'à la base je l'ai quand même créé pour vivre ces expériences-là, et c'est comme ça que ça s'est développé. Et ça a poussé à vitesse grand V, c'est-à-dire qu'au 3e café, je crois qu'on était déjà 15, essentiellement par du bouche à oreille, et toujours à travers des questionnements très coachy, mais à la fois très libres. C'est-à-dire qu'il y a le cadre, avec un fil conducteur, et de là, tu viens comme tu es, comme tu peux, comme tu veux, et tu as ta responsabilité. Tu t'es engagé à venir. Si t'as pas envie de parler, tu parles pas. Si tu as envie de parler, tu parles. Mais je crois que le fait de s'autoriser à être tel qu'on est et comme on veut, tout de suite, ça m'autorise. Quand je m'autorise, du verbe s'autoriser, je m'autorise, je relance l'élan moteur. Et donc ça s'est fait comme ça, par inspiration, par l'envie de connecter avec des gens dans la même vibe que moi. Parce que je me suis dit que si moi je manquais de ces espaces-là, il y en avait d'autres qui en manquaient aussi, probablement. Des espaces où on a le droit d'être comme on veut. Et j'ai même des gens qui venaient pieds nus, en jogging. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je ne m'arrête pas à l'habit. Pour moi, l'habit ne fait pas le moine. Parce qu'aujourd'hui, je veux que les gens se sentent à l'aise. Et qu'ils se sentent qu'ils aient le droit d'être là. Même s'ils n'ont pas de costume. Au contraire. Je préfère qu'ils lâchent le costume qu'ils ont l'habitude de porter pour être qui ils sont. Ouais, liberté. Ça, voilà, on arrive libre. Authenticité. Il y a une quête d'authenticité. Et puis, moi, j'aime bien cette manière de... Enfin, c'est comme ça que je le vis. En tout cas, c'est le lien qui est au service après de rencontres, de business, qui est la résultante d'un lien. Comme quand on se rencontre dans la vraie vie, tu peux y aller au premier soir, faire, tu vois, là, mais ça va pas donner le même type de relation forcément. Alors que dans la continuité, dans le lien, se créent des choses qui répondent aux attentes des hypersensibles, de plus profond, de plus... vraiment du lien fort, et qui débouche, à un moment donné, ça va peut-être produire quelque chose, mais c'est pas le but premier. Enfin, en tout cas, on le ressent pas comme ça. Non, pour le coup, c'est pas de ma responsabilité, tu vois, je sais pas ce qui va naître dans ces espaces-là, mais j'ai foi dans la qualité de la relation. Et je sais moi, j'aime écouter des gens qui sont passionnés et qui me racontent leur histoire avec authenticité. Et je sais que la condition sine qua non pour ça, c'est qu'ils puissent se sentir à l'aise. Je ne peux pas déployer ou aider un potentiel à se déployer s'il ne se sent pas déjà en sécurité et à l'aise avec qui il est, comme il est. Donc ces espaces-là, je les ai aussi construits
par souhait personnel, tu vois, de passer un bon moment. Et je me dis, si moi je passe un bon moment, bah normalement les gens ils devraient passer un bon moment aussi. Oui, et puis, c'est ce que je te disais tout à l'heure, presque au début, c'est qu'on attire quand même les gens, on attire qui on est en fait. Et donc, moi je connais pas tout le monde encore, mais je rencontre beaucoup d'hypersensibles déjà, ou en tout cas de personnes avec une sensibilité assez open, tu vois, pour accueillir, et qui sont dans ces mêmes vibes-là en fait. Donc, on a tout intérêt à être soi finalement, et si je devais conclure, je dirais ça. On a tout intérêt à oser commencer à se montrer un peu, parce que vont nous arriver des personnes qui nous correspondent, des expériences qui vont nous faire du bien, qui vont nous faire grandir. Ça serait le premier pas, tu vois. Ouais. Et ne pas avoir peur de faire ce premier pas, parce que ce premier pas demande un moment d'inertie, un moment de pied dans le vide. Mais dans ces moments-là, quand on a le pied dans le vide, il ne faut pas regarder derrière, il faut regarder devant. Et se dire, je sais où je vais. Il y a forcément des gens qui seront à l'écoute de ce que j'ai à dire et en accueil de qui je suis. Mais ça demande de passer ce cap-là et d'oser y aller et d'y croire. D'où l'intérêt de renforcer son pourquoi et de sentir que son hypersensibilité, c'est une preuve de vie. Et qu'en réalité, le soi fort poussé à l'extrême, pour moi, c'est une preuve de non-vie. Ça circule pas. Donc ouais, pour moi, l'hypersensibilité, c'est l'avenir. C'est dit. Très belle conclusion. Célia, merci beaucoup. Merci d'avoir Catherine. passé ce moment avec toi. Ça a été, voilà, c'était plein de promesses et c'est au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à toi, Catherine. Nous voilà arrivés au terme de cette conversation, plutôt qu'une interview, qui aurait pu durer bien plus longtemps, et je pense que peut-être on y reviendra. Je remercie vraiment Célia de ce qu'elle a partagé dans cette interview. J'ai vraiment été touchée par sa vérité, son énergie, son côté vrai, en fait, et par cette espèce de force douce qu'elle dégage. Et je crois que toutes les femmes hypersensibles qui nous écoutent ont ressenti quelque chose dans cette interview. Et en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé, moi. C'est une permission, en fait, déjà. Une autorisation à y aller. Moi, ça m'a reboosté quand j'ai fait cette interview. Je suis revenue et j'étais toute en énergie, avec plein de... Ça m'a donné un élan formidable, en fait. Une ouverture, parce que, tout comme dans son réseau, elle dit « Venez comme vous êtes », c'est vraiment ça, quoi. C'est l'accueil de la différence, de qui tu es, de ton essence même. Et c'est encore une fois une autorisation à être. Et puis c'est une forme de respiration, parce qu'il y a une énergie, il y a un côté punchy, mais en même temps, on prend le temps. Moi, j'ai l'impression qu'on aurait pu rester des heures ensemble. Donc voilà, elle incarne une manière d'être au monde qui change ses codes. C'est être vraiment soi, c'est créer vraiment du lien avec l'autre, avec cet autre, quel qu'il soit. Mettre du jeu aussi, du jeu G-E-U, mais du jeu aussi G-E, c'est-à-dire qu'on peut t'autoriser à dire qui t'es et à montrer qui tu es. Et de la spontanéité, parce qu'on a beaucoup ri. Je vous invite à aller voir sur Facebook, j'ai fait son portrait sensible. Sur YouTube, pardon. J'ai fait son portrait sensible, donc en 15 questions, quelque chose de très rapide pour apprendre à la connaître un peu mieux. Et puis, je lui ai fait aussi un tirage de cartes que vous n'aurez pas ici dans l'interview, mais que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc, je vous invite si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur cette femme, je vous invite à aller l'écouter. Voilà, donc je la remercie une fois encore. Et puis, toi qui nous as écoutés, si cette conversation, elle t'a touché, si tu t'es reconnu dans ces mots, si ça t'a donné une énergie, si quelque chose en toi a eu envie de s'ouvrir, garde ce moment, réécoute.
partage avec quelqu'un dont tu penses que ça pourrait l'aider. Et puis abonne-toi à ce podcast pour avoir d'autres épisodes. Et je te dis à très vite, c'était Hypersensible Haute Couture.